Donc aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement des jeunes enfants à travers le modèle de Virginia Anderson. Alors, qui était Virginia Anderson? Donc, c'était une infirmière. Alors, elle n'était pas que infirmière, c'était aussi une enseignante et une chercheuse. Elle était américaine et elle a beaucoup travaillé sur les soins infirmiers et elle a identifié 14 besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, pour elle, elle définissait le soignant, donc la personne qui prend soin de l'enfant. Euh, Elle disait que le soignant, c'était quelqu'un qui allait aider à, à- le patient à retrouver de l'indépendance. Et pour ça, il fallait satisfaire ses 14 besoins. Donc, son approche, elle est vraiment centrée sur la santé de manière générale. Et elle dit, elle, que pour être en bonne santé, c'est d'avoir un équilibre dans ces 14 besoins. Donc, c'est vraiment une étude qui est complète de l'être humain et qui aide les personnes qui prennent soin des autres. Hein. Donc, si j'imagine que vous êtes là, c'est que vous prenez soin des autres, à savoir comment faire en sorte que les personnes qu'on accompagne se sentent bien. Donc, cette méthode, elle a été créée à la base pour l'accompagnement des patients adultes, mais elle fonctionne très bien pour les enfants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi son modèle il est pertinent pour la petite enfance? Déjà parce que les enfants, eh bien, ils dépendent des adultes. Et comme sa méthode, c'est de permettre aux patients de retrouver de l'indépendance, l'objectif quand on s'occupe d'un enfant, c'est qu'il devienne autonome. Donc, qu'il apprenne petit à petit à aller vers l'indépendance. Donc, un bébé, vous le savez, il ne peut pas subvenir seul à ses besoins, aussi bien à ses besoins physiologiques, de manger, de dormir. Alors, un enfant va pouvoir s'endormir, mais pas forcément dans un endroit qui va lui permettre un endormissement serein et un sommeil apaisé. Donc, il ne peut pas, par exemple, se nourrir et s'endormir sans l'appui d'un adulte ou même se sentir en sécurité. Donc, l'adulte est vraiment nécessaire pour combler les besoins et apprendre progressivement à l'enfant à devenir autonome. Le modèle de Virginia Anderson, il permet aussi une prise en charge globale parce qu'on va utiliser les 14 besoins. Donc, ça va être comme une grille de lecture. On va pouvoir identifier qu'est-ce qui est en jeu derrière le comportement. Qu'est-ce que veut dire ce patient, cet enfant, qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc, ça va faire une approche qui est globale parce qu'on va aussi bien regarder les symptômes physiques, les symptômes émotionnels. Qu'est-ce que vit l'enfant? Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est en colère? Donc, on va aller voir comment il manifeste au niveau émotionnel. On va voir aussi socialement comment il s'intègre dans le groupe, comment il se positionne avec les autres. Et on va voir aussi cognitivement, donc comment il comprend la situation, comment il percute à ce moment-là, parce que d'habitude, c'est un enfant qui comprend ce qu'on lui demande, et puis là, il est un peu déstabilisé, il est apathique, qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc, on fait vraiment cette prise en charge globale, et ça permet vraiment une grille de lecture qui va nous donner beaucoup d'informations. Si par exemple on a un enfant qui s'oppose, depuis ce matin on voit qu'il est dans l'opposition, eh bien on va aller chercher quel est le besoin qui peut être insatisfait. Est-ce qu'il est fatigué? Ah bah oui, cette nuit la maman nous a dit qu'il avait mal dormi, donc c'est possible que ce soit la fatigue. Ou est-ce qu'il est en insécurité? Et oui, n'oublions pas aussi, les parents sont en train de se séparer. Donc voilà, on peut aller chercher, c'est une grille de lecture, on va aller chercher par rapport au comportement, donc l'opposition, qu'est-ce qu'on sait, quels sont ses antécédents et qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui, donc quels sont les besoins qui sont insatisfaits. Donc, c'est donc une analyse qui est fine et objective parce qu'on se base sur nos observations, sur des faits et sur les données qu'on a recueillies. Donc, ça va être important de savoir un peu qu'est-ce qu'on recueille comme données. Et ça favorise une éducation qui est bienveillante et respectueuse, ce qui est merveilleux. Si on pouvait tous être éduqués, avoir été éduqués déjà avec bienveillance et respect et éduquer les enfants dans cette mouvance, ce serait super. Donc, en fait, grâce à cette approche, on ne va pas se contenter simplement de réagir à chaud avec impulsivité au comportement. On va chercher à comprendre qu'est-ce que nous dit l'enfant et qu'est-ce qui se passe derrière ce comportement. En fait, c'est répondre de manière appropriée et de manière bienveillante et adaptée à ce que l'enfant nous dit. Donc, pour ça, on va aller voir quels sont ces 14 besoins. Donc, je vous les ai résumés en 2 slides. Donc là, je vous ai mis les 11 premiers et sur la deuxième, les suivants. Mais ce sont tous les 14 besoins. Il n'y a pas des prioritaires. Après, ça va être en fonction de ce qu'on sait de l'enfant. Évidemment, respirer, boire et manger,
c'est un petit peu indispensable, hein. Si on ne fait pas ça, on peut mourir. Donc, il y a les besoins physiologiques. Donc, le premier, ça va être de respirer. Et on sait que l'enfant, eh bien, en fait, il est plus au ras du sol. Donc, s'il y a un environnement qui va être pas aéré, pas aspiré, en fait, il va avoir plus de problèmes de respiration. Il va être plus sensible au parfum. Donc, pour un enfant, c'est indispensable un environnement qui est sain et aéré pour qu'il puisse bien respirer. Boire et manger, besoin essentiel comme l'adulte, hein, mais l'enfant, il est en pleine croissance, donc ça va être essentiel de bien connaître quels vont être les besoins nutritifs de l'enfant et de lui proposer des repas qui vont être équilibrés et adaptés. Le besoin d'éliminer, donc d'éliminer ses déchets, donc faire attention à voir comment l'enfant élimine, hein, s'il a assez de sel et d'urine, quelle est la consistance de ses sels et de ses urines, et petit à petit, on va lui apprendre à être autonome sur la propreté, donc faire l'apprentissage vers la continence. Les besoins, donc ça fait partie d'un besoin essentiel aussi, se mouvoir. Se mouvoir, c'est se mouvoir et maintenir une bonne posture. C'est que l'enfant, il apprend en bougeant et c'est essentiel pour son développement moteur. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'histoire de la puériculture, à une période, on faisait de l'hospitalisme. Quand l'enfant, il était malade, en fait, on le gardait dans un lit. On a vu aussi beaucoup de reportages sur ce qui se passait en Roumanie où des enfants étaient on leur offrait les soins, donc boire et manger, dormir, éliminer, mais on ne leur permettait pas de se mouvoir et même d'interagir en dehors des soins. Et bien en fait, c'est des enfants qui restaient dans un lit et du coup qui petit à petit se laissaient mourir. Ils avaient des comportements un petit peu autistiques où ils se balançaient de droite à gauche, donc ils n'avaient pas cette possibilité de développer leur musculature et de découvrir leur environnement. Donc se mouvoir, c'est vraiment un besoin qui est essentiel, même. Alors, il est aussi essentiel de communiquer avec l'enfant, mais un enfant qui va pouvoir se balader dans un environnement et découvrir par lui-même, il va s'enrichir et ça va être, alors je ne peux pas dire au-dessus de la communication, mais c'est vraiment hyper important pour un enfant d'être dans un environnement où il peut se sentir libre de ses mouvements. Donc, un enfant qui est enfermé dans un parc ou dans une pièce ou dans un lit toute la journée, c'est vraiment pas un respect de ses besoins fondamentaux. Un autre besoin, dormir et se reposer, donc ça fait partie aussi des besoins physiologiques, donc c'est vraiment fondamental parce que en fait, l'enfant en dormant va pouvoir permettre son développement cérébral, son développement émotionnel. On sait que pendant les phases du sommeil, eh bien, l'enfant va pouvoir intégrer tout ce qui s'est passé dans la journée et son cerveau va pouvoir organiser les différentes pensées et permettre de structurer sa mémoire, ses apprentissages. Donc, c'est vraiment essentiel au niveau cognitif et cérébral. Un autre besoin essentiel, c'est de se vêtir et de se dévêtir parce que ça permet à l'enfant d'explorer son corps, de se découvrir et de ressentir aussi du confort dans ses vêtements, avec des vêtements qui vont être adaptés à sa taille et à la saison. D'être propre. Être propre, c'est aussi essentiel, hein, l'hygiène est importante, hein, l'enfant se sent respecté dans son corps et du coup, il va apprendre petit à petit à lui aussi faire sa toilette. Maintenir la température du corps, c'est essentiel, c'est un paramètre vital, hein. Si on n'a pas une bonne température, eh bien, une hyperthermie peut amener des convulsions. Donc, maintenir la température, c'est vraiment à l'adulte de protéger les variations de température et de veiller à ce que l'enfant puisse maintenir une température qui va être adéquate pour sa santé. Donc, voilà pour les premiers besoins. Je continue avec les prochains. Éviter les dangers. Donc, c'est éviter les dangers. Là, je vous ai fait de la prévention avec un petit vaccin, mais ça peut être aussi bien les dangers qui vont être physiques que les dangers affectifs. Donc, par exemple, éviter les dangers, ça va être quand un enfant est dans un environnement, on va faire en sorte qu'il ne se blesse pas. Donc, on va intervenir, si par exemple on traverse la route, aussi, on va intervenir pour que l'enfant nous donne la main ou ne parte pas en courant sur la route. Donc, ça, c'est les dangers physiques. Mais il y a aussi tout ce qui va être danger affectif. Donc, c'est de le mettre en sécurité quand il arrive dans un nouvel environnement et d'assurer une présence, une protection physique. Quand l'enfant est dans un débordement émotionnel, c'est d'accueillir son émotion pour que petit à petit, il se sente en sécurité et qu'il puisse développer aussi bien une sécurité
Affective, hein, c'est sentir qu'il a confiance en lui, qu'il peut aller faire des choses par lui-même, qu'il peut aller s'ouvrir aux autres et qu'il a aussi une sécurité physique où il ne va pas se faire mal et il ne va pas se mettre en danger s'il s'éloigne un petit peu de l'adulte. Donc les dangers, c'est vraiment un point un peu plus large que juste la vaccination ou le côté physique. Il y a vraiment aussi ce côté affectif. Et ça, c'est vraiment très, très important pour l'enfant parce qu'en en fait, tout seul, il ne sait pas se protéger. Communiquer avec ses semblables, eh bien, ça permet à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent, d'exprimer ses émotions, mais aussi de se sentir entendu. Donc ça, essentiel à l'âge adulte, hein, de se sentir entendu, mais aussi pour les enfants, ça commence très tôt hein, avec l'affirmation du non. L'enfant a besoin de montrer qu'il a un avis et des envies qui sont différentes de ceux de l'adulte. Et si l'enfant il n'a pas pu, dans son cadre familial forcément, s'affirmer, eh bien en fait, ça va être des enfants qui vont être beaucoup dans l'opposition. Donc, communiquer avec ses semblables, ça va vraiment être essentiel de montrer à l'enfant qu'on l'a entendu, que ce qu'il dit, c'est OK. C'est pas, on ne va pas forcément répondre à son besoin, mais qu'on l'a entendu, de juste dire, j'ai entendu que tu voulais ça. Agir selon ses croyances et ses valeurs. Donc pour l'enfant, il n'a pas encore un système de croyances, il est en train de créer son système de croyances et de valeurs. Hein. C'est l'adulte qui est rempli de croyances et de valeurs, mais l'enfant, il est en train de le faire. Donc il est en train de construire son identité en observant et en expérimentant autour de lui. Donc ça va être essentiel aussi de lui permettre de développer ses petites croyances, que si je fais ça, il va se passer ça. Voilà les valeurs que j'ai envie de mettre en avant. Hein. De toute façon, on le voit déjà naturellement, les enfants, ils vont aller vers les autres, ils vont être gentils, ils vont être dans l'entraide. Il y a vraiment de l'altruisme chez l'enfant. Et du coup, ça, c'est des valeurs qu'on va pouvoir développer. L'enfant, il a aussi besoin de s'occuper en vue de se réaliser, hein, comme l'adulte, mais l'enfant, il a besoin d'activités nourrissantes. L'enfant, en fait, il va s'occuper tout le temps. Il va trouver toujours une occupation, mais ça peut être des fois toujours un peu les mêmes. Donc, ça va être aussi intéressant de lui proposer des choses qui vont changer pour que l'enfant puisse développer aussi son imaginaire et sa créativité. Et pas de proposer des choses qui sont trop cadrées. Là, par exemple, là, une petite fille qui se peint les mains, le visage, et bien en fait, c'est comme ça qu'elle va se réaliser, qu'elle va développer son imaginaire. Si on propose quelque chose sous une bâche, avec des consignes et un outil, et juste un outil, ça ne lui permet pas non plus de développer sa créativité. Donc, c'est essentiel pour l'enfant, voilà, d'avoir un environnement riche. De se récréer, donc c'est le jeu. L'enfant, il apprend par le jeu, c'est comme ça qu'il s'épanouit. Donc, c'est essentiel au moment, enfin à tout moment, par exemple, au moment du repas, s'il y a un enfant qui ne mange pas, et bien de se demander, est-ce que dans ce temps de repas, est-ce qu'on a permis à l'enfant de se récréer, que ce soit un moment divertissant? Est-ce qu'on a permis des petites phrases ludiques, un moment de convivialité? Donc, ça va être essentiel de voir si l'enfant, s'il ne mange pas, est-ce que ça a été aussi ce moment de récréation pour lui? Comme le jeu permet l'apprentissage, si l'enfant il n'est pas dans le jeu, eh bien en fait, il va avoir du mal à comprendre et avoir envie de s'alimenter. Il faut que le moment soit aussi récréatif. Et le dernier besoin, et pas des moindres, le besoin d'apprendre. Eh bien oui, l'être humain, petit jusqu'à la vieillesse, a besoin d'apprendre, d'explorer. Donc les enfants particulièrement parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Mais ça peut continuer hein, toute la vie parce qu'en fait, on a toujours envie d'explorer, de rechercher des réponses à notre environnement. Donc c'est essentiel d'offrir des opportunités de découverte et d'apprentissage et de répondre aux questions des enfants. Donc voilà pour les besoins fondamentaux. Donc je vous invite à bien les noter. Donc vous les retrouvez sur Internet. Hein, quand vous tapez les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, ils sont répertoriés. Mais c'est toujours intéressant de bien les avoir en tête pour pouvoir avoir cette grille de lecture de qu'est-ce qui se passe pour cet enfant que j'accompagne. Donc, on va voir quels vont être les impacts si un de ces besoins n'est pas satisfait. Comment on va s'en rendre compte? Eh bien, en fait, quand le besoin n'est pas satisfait, ça va se manifester par un inconfort et ça va être différents signaux. Donc, ces signaux, ce sont des symptômes qui vont nous informer qu'il y a un besoin qui n'est pas entendu. Donc, les différents symptômes, donc il y a aussi bien émotionnel, dans le comportement et physiquement. Donc émotionnellement, l'enfant il peut être stressé, il peut être irritable. Donc on va le sentir, hein, c'est un enfant qui va être plus impulsif, qui va avoir des émotions débordantes, donc des grandes peurs, une colère qui est inexpliquée, qui va montrer beaucoup de frustration, qui va avoir un sentiment d'injustice,
que dès qu'un enfant vient vers lui dans son espace, en fait, il va vouloir le repousser en montrant que c'est à lui. Donc, sur le plan émotionnel, voilà, on sent que l'enfant, il est très irritable. Donc ça, c'est vraiment un indice qu'il y a un besoin qui n'est pas forcément satisfait. Sur le plan comportemental, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, s'il provoque, donc il est dans l'opposition, comme l'exemple que je vous avais dit depuis ce matin, il provoque, qu'est-ce qui se passe pour lui? S'il recherche l'attention, donc il est tout le temps en train d'attirer le regard, il cherche la place, il veut être au cœur de l'accompagnement, que l'adulte n'est Dieu que pour lui. Un enfant qui va aussi beaucoup bouger, qui va être dans tous les sens, qui n'arrive pas à se poser sur une activité, ou qui au contraire va se replier sur lui-même et qui ne va pas être dans l'exploration. La nature de l'enfant, c'est vraiment d'être dans l'apprentissage, de se récréer. Donc un enfant qui est dans un coin, qui ne bouge pas, c'est un signe vraiment qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et sur le plan physique, du coup, ça va être tout ce qui est perturbation de besoins physiologiques. Donc, c'est un enfant qui a des troubles du sommeil. Donc, qui ne veut pas dormir ou, à contrario, se réfugie dans le sommeil. Moi, j'avais une petite fille, une année, on voyait qu'elle n'était pas bien dans la crèche. Elle était toute petite, c'était la plus petite de la section. Et bien, en fait, elle se faisait des énormes siestes. Donc, elle dormait peut-être 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et dès qu'elle se retrouvait en section, elle se mettait dans le coin calme et elle se rendormait. Donc là, pour nous, c'était vraiment un signal d'alarme elle ne peut pas être fatiguée. Ce n'est pas ce besoin de repos. Ce n'est pas ce besoin-là qui est non satisfait. C'est quelque chose d'autre parce qu'en fait, un enfant peut se réfugier dans le sommeil. Les troubles alimentaires, donc ça peut être des enfants qui refusent de manger ou qui, au contraire, ont une boulimie, qui vont manger, se remplir. Des fatigues chroniques, voilà, tout ce qui va être sur le plan physiologique. Donc, nous, l'objectif de l'adulte, quand on va utiliser la grille de lecture des besoins fondamentaux de Virginia Anderson, c'est d'aller comprendre quel est le besoin derrière le comportement de l'adulte. Moi, l'image que j'utilise toujours en coaching, c'est le lait qui bout. Imaginons, vous mettez du lait sur le feu. Et au bout d'un moment, le lait déborde. Forcément, si on le laisse sur le feu. Donc, le débordement du lait, c'est le comportement. Donc, ça peut être un comportement émotionnel, une réaction physique ou un comportement sur le plan physiologique et physique. Donc, le lait déborde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un couvercle sur le lait? Si on met un couvercle, c'est comme si on criait et on disait « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de faire ça! Stop au comportement !» Le couvercle sur le lait, le problème, c'est que le lait va commencer à brûler. Donc, ce n'est pas forcément la bonne méthode d'aller dire un stop à ton comportement. Ce qui va être la bonne méthodologie, c'est d'aller chercher pourquoi le lait déborde. Donc, quelle est la cause? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le débordement? Eh bien, oui, ça va être d'aller baisser le feu, d'aller soit éteindre le feu ou baisser le feu, d'aller chercher quelle est la cause, quel a été le besoin qui n'a pas été satisfait pour cet enfant. Et du coup, on va aller voir ça plus en détail avec des exemples concrets. Donc, par exemple, alors là, on ne va pas le voir en détail, je vais vous faire des cas pratiques après bien plus détaillés, mais comprendre le besoin derrière le comportement. Un enfant qui refuse de dormir, ce n'est pas forcément qu'il est fatigué et qu'il n'a pas mangé. Ça peut être parce qu'il manque de sécurité et qu'il a peur d'être seul. Il a besoin de communiquer, d'être avec quelqu'un, d'avoir une présence. Un enfant qui s'oppose, ça peut être parce qu'il cherche à affirmer son autonomie. Donc, dans les besoins, il est en train de créer sa personnalité, donc d'affirmer ses croyances et ses valeurs. Et un enfant qui crie ou se débat, c'est peut-être parce qu'il a besoin de mouvement. Souvent, les enfants qui partent en crise ou en tempête, c'est peut-être parce qu'ils ont été toute la journée dans le même environnement, qu'ils ont fait le tour et qu'ils ont besoin de bouger. Souvent, c'est ce qu'on observe quand on a la possibilité de le faire. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de sortir au moment T où l'enfant en a besoin. Mais si on change d'environnement et qu'on propose à l'enfant d'aller dans le jardin ou dans un parc, eh bien, le besoin de mouvement, on voit que l'enfant, il ne va plus être dans ces tempêtes émotionnelles parce que, en fait, il va se récréer, il va apprendre, il va bouger et du coup, eh bien, en fait, il va se sentir mieux. Donc, on va aller voir des cas concrets en détail.
Alors, le premier cas concret, on va parler de Léa, 18 mois, qui ne veut pas dormir. Quelque chose qui est assez courant chez les petits de cet âge-là. Et du coup, on va aller voir les besoins qui peuvent être perturbés, le sommeil, la sécurité, la communication et comment on y répond. Hugo, 2 ans, qui fait des crises de colère parce qu'il ne veut pas partir du parc. Donc, son besoin de mouvement, d'exploration, d'autonomie et de communication. Toujours, la communication, en général, c'est vraiment un besoin qui est essentiel d'être entendu et qu'on mette des mots parce que l'enfant, avant 3-4 ans, il a beaucoup de mal à mettre en mots ce qu'il ressent. Il n'a pas cette capacité, il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas la notion aussi de temps. Il ne peut pas exprimer j'ai peur que tout à l'heure. Voilà, il est pas dans l'anticipation, il ne sait pas encore utiliser la palette de vocabulaire. Et Inès, 3 ans, qui ne veut pas s'habiller seule. Pourtant, elle sait faire, mais là, elle ne veut pas. Donc, elle a besoin d'estime de soi, de sécurité et d'autonomie. Donc, on va aller voir ça en détail. Alors, pour notre petite Léa qui refuse de dormir. Donc, elle ne veut pas dormir. On imagine qu'elle réclame des histoires, encore des histoires, les câlins. C'est la seule dans votre mode d'accueil qui ne dort pas. Elle pleure, elle cherche l'adulte dès qu'on dit que ça va être le moment de dormir. Donc, on va aller chercher quelle est la cause derrière ce comportement. C'est la clé, c'est notre clé de lecture. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quel besoin n'est pas forcément comblé? Donc, on va se faire des hypothèses. Ça peut être que l'enfant, elle est frustrée, qu'elle n'a pas assez passé de temps à se récréer parce qu'elle est arrivée tard au mode de garde et qu'elle n'a pas pu assez s'amuser. Ça peut être qu'elle se sent en danger. Ça peut être qu'elle est tellement fatiguée qu'elle n'arrive pas à trouver son sommeil. Des fois, parfois, on a passé le petit train du sommeil, vous savez, avec les différentes phases. Et du coup, il faut attendre que l'heure passe pour que l'enfant puisse s'apaiser. Donc voilà, donc ça peut être ce besoin-là. Ça peut être aussi la communication parce qu'en fait, elle ne peut pas mettre de mots dessus. Donc si par exemple, c'est son besoin de sécurité, c'est qu'elle manifeste une angoisse de séparation. Il y a beaucoup d'enfants qui ont l'angoisse de séparation et qui ont du mal à se séparer. Donc de voir s'il y a d'autres moments où elle a du mal dans les transitions. Ça peut être ça au moment du coucher. Ça peut être aussi qu'elle a du mal à exprimer qu'elle a peur. Et donc, du coup, elle le fait par des pleurs ou des demandes répétées. Ça peut être aussi, à 18 mois, l'enfant qui s'affirme. Donc, il est en train d'agir selon ses croyances et ses valeurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant qui va s'affirmer, eh bien, il va montrer qu'il a des besoins qui sont différents de l'adulte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a repéré ces différents besoins et comment on y répond? Et bien, du coup, là, ce qui va être le plus important pour, par exemple, Léa, ça va être de communiquer et de la sécuriser. Donc, comment on fait pour faire ça au moment du sommeil, pardon. Donc, la première chose, ça peut être de créer un rituel rassurant. Donc, avec des routines qui vont être prévisibles. On met une petite veilleuse, on va toujours faire un petit câlin, une petite caresse, on va toujours faire dans le même ordre pour que l'enfant s'habitue et qu'il soit sécurisé au moment du coucher. C'est pas tiens, on va se coucher sans prévenir et sans histoire et sans présence. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. On va l'aider à verbaliser ses émotions. Je vois que tu as du mal à t'endormir, je vois que tu as du mal à te coucher. Toi, tu aimerais que je reste un peu. Donc, si on peut, on va rester à côté. Ou si on ne peut pas, on peut dire, je suis là dans la pièce à côté, je suis en train de faire la vaisselle ou je suis en train de coucher Esteban dans la chambre, je reviens dans quelques minutes. Donc, on verbalise et on explique à l'enfant comment ça va se passer. Et on apaise progressivement la séparation. Donc, on reste à proximité et on va augmenter progressivement les distances. J'avais animé un atelier, donc ça, vous pourrez le retrouver bientôt si vous créez votre compte interactif, là, comme a présenté Victor, pour retrouver tous les ateliers. Mais j'avais proposé endormissement difficile avec les différentes méthodes. Je crois que j'avais partagé à peu près 7 méthodes différentes pour permettre à l'enfant de s'endormir en autonomie. Donc là, c'est vraiment trouver une méthode. Donc ça peut être distance progressive. Donc on se met à côté de l'enfant et on le touche. Après, pendant une semaine, on ne le touche plus, on se décale à la place d'à côté, après on se met à côté de la porte, après on se met devant la porte, mais on laisse passer qu'un bras, une jambe, donc que l'enfant nous voit, et après on parle à l'enfant, mais il ne nous voit plus, donc il nous entend par la voix, donc on se déplace progressivement. Et on va aussi le faire ça dans la journée, pour que les séparations se passent mieux. On va jouer à des jeux de coucou caché, on va faire en sorte que la journée, quand l'enfant il joue, on va se déplacer pour ne pas être
constamment à côté de l'enfant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place dans la journée. Mais ce qui va être essentiel, c'est de savoir quels sont les besoins perturbés de Léa et comment on y répond. Quelles sont les actions concrètes qu'on va mettre en place. Pour Hugo. Hugo fait des crises quand on part du parc. Chaque fois qu'on doit partir, Hugo, il se met en colère. Il refuse de partir, c'est tous les jours la même chose. Et il arrive que parfois, sa nourrice ou sa maman doivent le prendre dans les bras jusqu'à la maison et il pleure jusqu'à la maison. Donc, quel besoin n'est pas comblé? Donc, ça peut être son besoin de bouger parce que il a encore envie de bouger. Hein, Hugo, il a énormément d'énergie. Il a encore envie de courir et il sait que si on rentre à la maison, dans l'appartement ou dans une maison, mais il pourra moins courir que ce qu'il peut faire au parc. Il peut avoir besoin de se récréer, d'apprendre, parce que quand il est dans la nature, il apprend. C'est quelqu'un qui observe beaucoup la nature. Il peut avoir besoin d'autonomie, il peut avoir besoin de communication, parce qu'il n'a pas encore les outils pour exprimer que ça ne va pas. Du coup, il ne sait pas dire « Oh, c'est injuste, j'avais encore envie de jouer ». Il ne sait pas le dire. Il ne peut pas exprimer. Donc, il va faire une colère. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a identifié ces différents besoins? Son besoin, ce n'est pas juste forcément d'être accueilli dans la communication. Hein. Ça peut être aussi de lui dire « tu as encore envie de bouger, tu as besoin d'être autonome ». Il est frustré parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui choisit aussi. Ça peut être ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a repéré les différents besoins? Préparer l'enfant à la transition, de lui dire que ça va se passer. Donc, de lui dire, on va partir dans 5 minutes. Tu as encore 5 minutes de jeu, profite. Tu peux courir à fond. Tu peux aller jusqu'à l'autre bout du parc et revenir plusieurs fois. Tu peux refaire du toboggan. Tu peux refaire du tourniquet. C'est toi qui tournes le tourniquet parce que tu as encore envie de bouger. Donc, on lui dit qu'on va bientôt partir et on lui dit toutes les alternatives et tout ce qu'il peut faire avant de partir. De quoi il pourrait avoir encore le temps et l'énergie. Et pour le préparer à la transition aussi, on fait quelque chose de visuel qui va l'aider. Donc, par exemple, les enfants, un petit minuteur, si vous avez un minuteur, alors au parc, ce n'est pas trop visible, mais par exemple, moi, je le fais souvent avec ma main. On le dit, on part dans 5 minutes et petit à petit, j'enlève les doigts pour leur montrer, là, il reste 4 minutes, là, il reste 3 minutes. Donc, l'enfant voit que quand il n'y a plus de doigts, on s'en va. Donc, c'est bien qu'il soit préparé. Lui donner un choix pour renforcer son autonomie. Donc, par exemple, c'est quand on part, c'est de lui dire, tu préfères me donner la main ou tu préfères tenir la poussette? Tu préfères marcher ou tu préfères courir? Donc ça, c'est si on a la possibilité qu'on est dans un chemin. Évidemment, si vous êtes sur la route, vous ne pouvez pas lui donner ce choix. Mais tu préfères te mettre dans la poussette avec un petit jeu ou tu préfères marcher et qu'on discute? Donc vraiment, lui montrer qu'aussi, il peut encore avoir du choix. Ça, c'est quand l'enfant, il est frustré parce qu'il ne peut pas choisir. Et valoriser le moment du retour, lui donner envie de rentrer. Donc, associer la fin du parc à quelque chose qui va être positif. On rentre et on va goûter. Tu te rappelles, j'avais dit ce matin que pour le goûter, c'était du pain d'épices. Toi, tu adores le pain d'épices. Et puis, comme fruits, tu pourras choisir, il y aura des oranges ou des bananes, ou on pourra faire une petite salade de fruits. Voilà, lui montrer que ça va être un moment qui va être sympa, le retour. Souvent, l'enfant, il dit non au processus, donc la façon de partir, mais pas à l'action en elle-même. Donc, voir aussi si c'est pas juste le besoin de bouger, mais si c'est juste la frustration et le fait qu'on n'a pas communiqué, ça va être de trouver comment rendre le moment de transition un moment sympa. Donc, par exemple, quand on s'installe, on fait une chanson. Quand on rentre à la maison, on fait des devinettes. On essaye de faire un chercher-trouve. Ah, le premier qui va trouver le monsieur qui a un manteau rouge, ou le premier qui va trouver l'arbre. Voilà, à vous d'être créatif. Ou sinon, vous savez que vous repassez devant la maison où il y a le chien. Donc, on va vite à la maison où il y a le chien et on va voir s'il y a le chien, s'il nous regarde, s'il est caché. On va voir qui est le premier à trouver le chien. Donc, faire en sorte que le moment du retour soit un moment sympa parce que vous avez remarqué que c'était trop dur pour vous. Donc, ça aussi, c'est d'anticiper et de savoir quels sont les besoins, si c'est toujours répétitif en plus. Ensuite, pour Inès, 3 ans, qui ne veut pas s'habiller seule. Donc, Inès, c'est systématique. Dès que vous devez vous lever de la sieste ou vous devez aller au jardin et qu'il faut qu'elle mette son manteau, elle ne veut pas le faire. Elle pleurniche, elle veut que vous l'aidiez, alors que vous savez très bien qu'elle sait le faire parce qu'elle l'a déjà fait. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, déjà, les besoins. Le premier, c'est se vêtir et se dévêtir. Ça, c'est un vrai enjeu. Éviter les dangers, parce que des fois, l'enfant peut se sentir en insécurité parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Si l'enfant, il change de vêtements tous les jours. Hein. Donc, même si la veille, il arrivait à mettre son petit survêtement, là, aujourd'hui, il a un jean et du coup, il y a une fermeture éclair. Et en fait, l'enfant sait qu'il va être en échec parce qu'il ne va pas réussir à mettre sa fermeture éclair.
Ça peut être aussi s'occuper en vue de se réaliser parce que l'enfant, il est en train d'apprendre. Il est en train de lui choisir ses goûts. Et peut-être que ce matin, en fait, maman lui a mis une robe. Et en fait, Inès, elle n'avait pas envie de cette robe. Donc, elle est en train de s'affirmer parce que ça ne lui convient pas. Donc, d'essayer d'aller voir un petit peu pourquoi ce jour-là, elle ne veut pas s'habiller. Donc, est-ce qu'elle est son besoin d'autonomie, sa sécurité? Elle a besoin d'être à côté de l'adulte. Peut-être que l'adulte n'est pas en train de l'observer, mais la laisse faire par elle-même et elle aurait besoin, parce qu'elle vient de se réveiller de la sieste, d'un petit moment où elle se sent complice avec l'adulte, que l'adulte est là, même juste à côté. Besoin d'estime, peut-être qu'elle n'a pas confiance. Oui, comme je vous le disais, elle a des nouveaux vêtements et qu'elle ne sait pas forcément comment s'habiller. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a repéré quel était le besoin? Donc, on peut proposer à la petite Inès un rôle actif. Par exemple, de lui dire, c'est toi qui vas sortir toutes les chaussures pour qu'on aille dehors et tu vas les mettre devant chaque enfant. Ou tu vas essayer de repérer quelle est la chaussure droite, quelle est la chaussure gauche. Vous avez peut-être, maman a mis un G et un D dans les chaussures, donc à elle de repérer, donc de lui donner des petits rôles qui vont lui permettre de s'autonomiser, pas forcément de s'habiller, mais au moins elle va être dans l'autonomie. Donc quand l'enfant commence à être dans l'autonomie et qu'il se sent valorisé et qu'il se sent confiant, il va vouloir continuer. Transformer l'habillement en jeu. Ça, c'est un classique, mais c'est toujours important de l'avoir en tête, de faire la petite course, de prendre les vêtements et par exemple de mettre les chaussettes sur les mains. Mais elles vont où les chaussettes? Non, elles ne vont pas sur les mains, je suis bête, elles vont sur les oreilles. Mais non, elles ne vont pas sur les oreilles. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu sais, Inès, où elles vont? Ah, elles vont sur les pieds. Ah, d'accord. Tu peux nous montrer comment on les met sur les pieds? Et là, on joue avec l'enfant. Et en fait, en se récréant, l'enfant, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de s'habiller. Et on renforce aussi la confiance en elle. Si jamais elle a réussi ce jour-là, par exemple, à mettre un tout petit peu son pantalon, et bien là, on va la valoriser en disant bravo, tu as réussi à rentrer tes pieds dans le pantalon toute seule, c'est super. Donc, on valorise tous les efforts. Et en fait, c'est aussi important d'être disponible pour les enfants. Quand on voit que c'est récurrent, et bien, proposer d'être là à côté, proposer aussi des petits jeux de motricité dans la journée, de proposer à l'enfant d'habiller ses vêtements, d'habiller ses poupées avec des petits vêtements ou des petits personnages. Dans toutes ces situations, quand on arrive à comprendre ce que l'enfant cherche à nous exprimer, ça va être plus facile de l'accompagner. Et en fait, on va le faire avec plus de patience, plus de pertinence, de bienveillance et de professionnalisme. Parce qu'en fait, derrière, on aura cette grille de lecture. Donc maintenant que je vous ai parlé de choses plus générales, on va plus partir sur la démarche de soins et sur les pathologies. Donc vraiment ce qui est utilisé quand on travaille à l'hôpital. Donc d'un point de vue médical, c'est vraiment d'analyser la situation du patient. Ça va consister à planifier le soin. Donc on va évaluer les besoins. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? On va identifier quels sont les problèmes. Et on va déterminer les actions à faire pour que le patient se sente mieux. Donc là, en l'occurrence, l'enfant se sente mieux et moins perturbé par sa pathologie, donc sa problématique. Donc, on va planifier les soins et on va les prioriser par ordre de perturbation. Donc, si par exemple, je vous donne un exemple plutôt large, si un enfant il pleure parce qu'on lui a servi sa purée et qu'on lui a dit de ne pas manger parce que c'était trop chaud, eh bien, la priorité, ça va être d'abord d'accompagner émotionnellement l'enfant. Ça va être de le prendre en compte, de mettre des mots sur ce qu'il dit. Bah oui, tu es frustré, tu voulais manger tout de suite, je savais que tu avais très très faim et là tu es déçu parce que tu vas devoir encore attendre. On fait ça et après on trouve une solution. On va soit lui proposer du pain, on va soit lui proposer de souffler, de remuer sa purée. Si on commence tout de suite par attends, je vais te la faire refroidir, mais qu'on n'accueille pas l'émotion de l'enfant, on n'est pas dans la priorisation. On priorise, l'enfant, il est émotionnel. Si son émotion est débordante, on accueille l'émotion et après, on trouve une solution pour le plat chaud. Donc, on va voir les étapes essentielles quand on fait une démarche de soins. Première chose, on recueille les données. Donc, on va collecter toutes les informations qui sont pertinentes pour mieux accompagner son patient. Donc, on va voir l'état de santé, les antécédents, les syndromes actuels, les symptômes. Mais ça, c'est ce qu'on fait aussi quand on accueille un enfant pour une adaptation, mais aussi tous les matins, quand on fait des transmissions avec les parents, on fait le recueil des données. Comment s'est passé la nuit? Comment s'est passé le petit déjeuner? Comment s'est passé le chemin? Si on voit que l'enfant arrive avec des petites larmes, tout de suite, on va poser la question. En fait, on a besoin d'avoir un maximum de données sur qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant pour pouvoir bien l'accompagner dans la journée. Et c'est pareil, quand on arrive le matin à l'hôpital, on fait le recueil des données avec les transmissions entre professionnels de comment s'est passé la nuit, comment s'est passée la matinée.
On va analyser les données, donc on va interpréter les informations recueillies et on va identifier quels sont les problèmes en lien avec les besoins. Donc on fait du lien, on fait des hypothèses sur, voilà, il y a ça, il y a ça, et quelles vont être les hypothèses, quels sont les besoins qui sont perturbés. Et en fonction de ces besoins, on va planifier les soins. Donc on va définir quels vont être nos objectifs, comment on va intervenir auprès de ce patient, auprès de cet enfant. Donc des objectifs qui vont être réalistes, hein. Par exemple, si c'est un enfant qui fait des crises d'opposition, ben, on ne va pas se dire l'objectif, c'est qu'il ne fasse plus de crise. L'objectif, c'est d'accompagner ces tempêtes émotionnelles et qu'il soit plus tranquille et plus calme ce matin. Donc, c'est des objectifs qui vont être réalistes, mesurables, donc on va les évaluer et qui vont être clairs. Donc, on va si on travaille en équipe, on va en parler en équipe. Si on travaille tout seul, on va essayer de trouver un objectif qu'on va pouvoir satisfaire. Et on va évaluer les résultats. Donc, on va mettre en œuvre les soins. Donc, on va réaliser les soins qu'on s'était planifiés et on va évaluer, du coup, on va vérifier que ces soins ont été atteints. On va voir si nos objectifs ont été atteints. Et si l'objectif n'a pas été atteint, eh ben, on va réajuster et proposer d'autres soins pour accompagner au mieux l'enfant. Et du coup, je vous ai proposé une étude de cas d'un petit qui a une gastro-entérite. Donc, une situation qui est assez régulière, hein, quand on accueille les enfants. Donc, un enfant de 2 ans qui a par exemple une petite gastro. Alors, une gastro aiguë, pas une petite gastro, pardon. Donc déjà, on va commencer par le recueil des données. On va regarder aussi tout ce qui s'est passé au niveau des transmissions, au niveau des antécédents et depuis quand. Donc, quels sont ses symptômes, vomissements, diminution de l'appétit, quel est son état émotionnel, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il est irritable, est-ce qu'il est apathique. Au niveau de l'hydratation, est-ce qu'il a des urines, est-ce qu'il y a une sécheresse, est-ce que ça se voit, hein, est-ce que sur ses petites lèvres, elles sont asséchées. Quel est son comportement alimentaire? Est-ce qu'il refuse de manger? Est-ce qu'il boit? Voilà, donc on va recueillir toutes ces données. Et ensuite, on va aller voir quels sont les besoins fondamentaux qui sont affectés. Donc le premier, ça va être la respiration. L'enfant, il a sûrement du mal à respirer parce qu'il peut être déshydraté, donc ça entraîne des difficultés respiratoires. L'enfant, il peut avoir du mal à boire et à manger parce que il peut avoir des petites difficultés abdominales, donc ça lui fait des spasmes, donc il ne va pas avoir envie de manger. Et puis il se rend compte que quand il mange, il va vomir, donc il va avoir du mal à s'alimenter. Il peut être en danger parce que la déshydratation, ça peut amener des vrais dangers de santé. Il peut avoir du mal à se reposer et à dormir parce qu'il est perturbé, parce qu'il est inconfortable, donc il pleure, donc du mal à trouver le sommeil. On sait très bien quand on s'endort et qu'on a des douleurs, en fait, on focalise sur les douleurs. Et il va avoir aussi du mal à être propre et protéger ses téguments parce que il va avoir besoin d'être changé fréquemment, plus fréquemment que d'habitude. Donc, quelles vont être les actions à mettre en place? Une hydratation régulière. On va lui donner des petites gorgées d'eau, des solutions de réhydratation. On va faire des intervalles réguliers et on va noter à quel moment il a bu, quelle quantité il a bu. Donc, on va beaucoup observer ça. On va donner des repas adaptés. Quand un enfant il a la gastro, on va donner une nourriture qui va être plus légère avec des petites quantités et des aliments qui vont être faciles à digérer. On va faire des soins de confort. Donc, on va lui proposer un environnement qui va être plus calme, plus tranquille. On va lui donner son petit doudou. On va être dans un endroit où on ne va pas le stimuler. Ce jour-là, on ne va pas faire une boum. Si on a un enfant qui a une gastro, on va privilégier, par exemple, à côté une petite activité de pâte à modeler pour que l'enfant il se sente respecté dans son besoin de confort. On va faire des actions d'hygiène, donc changer la couche, mais aussi changer ses vêtements, parce qu'il peut avoir des vêtements qui sont souillés. Donc, on va éviter les irritations de la peau. On va observer son état clinique, donc quels vont être les signes de déshydratation, s'il y a des signes qui vont s'aggraver, donc s'il y a une diminution de l'élasticité de la peau, si l'enfant n'a plus de larmes, si l'enfant n'a plus d'urine, ça nous donne une information que là, il y a une alerte, donc on va prévenir le SAMU, le médecin, la PMI, donc on va chercher de l'aide parce qu'on voit que l'état de santé se dégrade et on va aussi proposer un accompagnement émotionnel, donc rassurer l'enfant, lui parler doucement, le câliner, mettre des mots. En fait, la gastro, ça peut être vraiment effrayant. Pour nous, on a une gastro, on ne va pas être effrayé parce qu'on sait que ça va passer, mais un enfant qui est dans l'instant T, il a l'impression que les symptômes vont être permanents, que toute sa vie, maintenant, ce sera toujours comme ça parce que ça fait 2 jours que dès qu'il mange, il se vide, donc il a vraiment besoin d'un accompagnement émotionnel. Donc, ça fait partie des besoins fondamentaux. Et ensuite, on va évaluer. Quand on a mis en place tout ça,
Est-ce que après 2-3 heures, l'enfant a réussi à boire, l'enfant a réussi à manger? Est-ce que les symptômes de déshydratation diminuent ou au contraire, augmentent? Est-ce que les soins sont appropriés? Est-ce qu'il ne faut pas que je le change plus? Est-ce que la peau est irritée ou pas? Est-ce qu'il arrive à se reposer? Oui, donc si l'enfant arrive à se reposer, c'est qu'on a vraiment proposé un environnement qui était adapté. Donc l'évaluation, elle nous permet de réajuster nos actions et peut-être aussi d'identifier d'autres besoins fondamentaux qu'on n'avait pas forcément identifiés. Donc voilà une approche un peu globale. Et maintenant, je vais vous montrer quand on est auxiliaire de puériculture et qu'on passe son diplôme d'État ou qu'on est en stage et qu'on passe des examens, on fait cette démarche de soins sous forme de tableau. Donc, c'est la même chose que sur la slide d'avant, sauf qu'on va le faire avec les 14 besoins. Donc là, je vous ai mis juste 3 besoins pour un enfant qui a une bronchiolite, donc il va avoir du mal à respirer. Donc, les besoins les plus perturbés, c'est la respiration, boire et manger et dormir. Et ensuite, on va mettre les autres besoins. Et du coup, on va voir quelles sont les données recueillies. Donc, par exemple, pour la respiration, mais il tousse, il est encombré et il a du mal à respirer. Donc, mon objectif, c'est d'améliorer sa respiration. Et comment je vais faire? Je vais surveiller la respiration, signaler tout signe de détresse, désencombrer le nez. Pour le sommeil, je vais par exemple relever le petit matelas, donc mettre l'enfant en position assise. Et l'évaluation, je vais voir si l'enfant respire mieux ou moins bien et s'il a besoin d'un soin de nez. Et du coup, ça, on le fait pour chacun des besoins. Moi, par exemple, quand j'étais pour mon diplôme d'État, j'avais une toilette au lit d'un enfant qui était alité avec un plâtre, donc il fallait que je lui fasse une toilette. Donc, c'était le premier besoin, c'était être propre et protéger ses téguments. Et c'était aussi communiquer, se récréer, parce que c'était un enfant de 2 ans qui était très énergique et qui avait besoin que le moment soit ludique. Donc, dans la démarche de soins, j'avais mis être propre et protéger ses téguments, se récréer, mais il y avait aussi le besoin de bouger. Donc, je l'invitais à être autonome et à m'aider. Je lui avais mis le gant et 2-3 petits objets à disposition pour qu'il participe à la toilette. Donc, vous voyez, dans la démarche de soins, et ça, c'est très intéressant quand on fait la VAE d'auxiliaire, de se rendre compte de la pertinence et de l'importance d'aller chercher quels sont les besoins qui sont perturbés pour pouvoir bien les exposer dans son livret 2.